d'Ivoire, un nouveau mouvement proche du vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan a été constitué ce mercredi. Objectif, éviter une seconde crise post-électorale dans le pays en 2020. En Centrafrique et à Bambari, la vie a repris son cours peu avant la signature de l'accord de paix début février. Depuis, plus de détonations prouvent que l'accord de paix est respecté à ce jour par les belligérants. Au Zimbabwe, le président Emmerson Mnangagwa s'est rendu dans la ville de Chimanimani, située dans l'une des zones touchées par le cyclone Ida, qui a fait plus de 300 victimes au Mozambique et au Zimbabwe. Nous sommes le 22 mars, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue. Un nouveau mouvement à Tone, proche du vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan, a été constitué ce mercredi en Côte d'Ivoire. Objectif, éviter une seconde crise post-électorale dans ce pays où les grandes manœuvres en vue de la présidentielle de 2020 ont déjà commencé. Reportage. Daniel Kablan-Duncan est officiellement membre du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, de l'ex-président Henri Konan Bédié. Mais il est surtout très proche du président Alassane Ouattara, qu'il a nommé vice-président à la création de ce poste en 2017 et dont il avait été le premier ministre de 2012 à 2017. Anciens alliés, Ouattara et Bédié sont à couteau tiré depuis que ce dernier a claqué la porte de l'ancienne coalition présidentielle, refusant de fondre le PDCI dans le rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, qui s'est transformé en parti en janvier dernier. Il faut prendre ses responsabilités. Et prendre ses responsabilités, pour moi, c'est de travailler à l'union, travailler à la cohésion, mais travailler à la stabilité. Parce que pour moi, le mouvement Renaissance incarné par le vice-président Duncan est, à mes yeux, n'est-ce pas, une solution pour stabiliser la Côte d'Ivoire. Je rêve, moi également, de voir les présidents Ouattara et Bédié réapprendre à sortir à la télévision devant les Ivoiriens pour que, ensemble, nos dossiers les plus importants ne soient pas sur la place publique et que nous puissions avoir des décisions concertées pour aller vers l'élection présidentielle en 2020. Le mouvement Aton, mot que deux personnes prononcent lors d'une accolade dans la tradition Akan, va soutenir Duncan qui incarne la stabilité, le dialogue et la cohésion, une démarche destinée à éviter une seconde crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Aton va lancer très prochainement une caravane de la réconciliation qui va parcourir le pays afin de recueillir des signatures avec des messages pour la paix. PDCI RDA. Au Comores, Ikoli joue une fois encore les rebelles. Depuis 3 mois, cette banlieue de la capitale Moroni a interdit de séjour les candidats à l'élection présidentielle de dimanche prochain. Une situation qui intervient après la mort d'un de ses habitants victime d'une bavure de l'armée. Peu d'affiches, pas de caravane électorale pétaradante, ni de candidats en vue. À Ikoni, l'effervescence des derniers jours de campagne semble bien loin. Depuis le 9 décembre, la banlieue de plus de 10 000 habitants pleure la mort de l'un de ses fils prodigues. Amada Saïd, 34 ans, a été abattu par un gendarme lors d'une opération de maintien de l'ordre qui a mal tourné. Nous n'empêcherons pas le déroulement du scrutin, mais il se trouve que nous sommes en deuil. Nous avons perdu un frère et on ne peut pas accepter que les candidats viennent ici et faire de la propagande. Nous avons décidé qu'il n'y aurait pas de meeting public par ici. La prise en charge médicale, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Nous voulons que l'affaire soit jugée, que les coupables soient punis. Une histoire banale de corruption de hauts fonctionnaires proches du pouvoir qui a monté tout Ikoni contre le président et candidat à sa propre réélection, Azali Assoumani. Le débat, mais ce n'est pas le mouvement malheureusement que des événements comme ça se passent. Hein. Que ce soit à Moroni ou en Grande Comore, dans toutes les îles. Hein. Bon, des fois, il y a des débordements, l'armée intervient. Bon, avec tout le respect qu'on a à l'armée, la considération, bon, des fois, ça arrive partout. Hein. Hein. Mais que veulent les Iconiens? Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, maintenant, à celui qui est tué, que Dieu ait son âme, hein, il est à paradis, mais effectivement, c'est une procédure qui va y aller. Et ça, c'est la justice qui fait son travail. Mais nous, en tant qu'État, pour apaiser, on s'est occupé des blessés, sans pour autant savoir qui est responsable, qui n'est pas responsable. On a fait le constat pour l'apaisement, on a fait ça.
Donc effectivement... Ikoni traîne depuis des décennies une réputation de banlieue turbulente. En 1977, l'armée y avait déjà ouvert le feu sur la foule, faisant 13 morts. Une quarantaine d'années plus tard, sa population s'est à nouveau levée contre le gouvernement et le chef de l'État, accusé cette fois d'être responsable de la mort de Hamada Saïd. Au Bénin, l'ancien président de la République, Onesphore Dieudonné Soglo, a tenu ce jeudi un point de presse à Cotonou. Objectif, faire le point de son tête-à-tête avec le président Patrice Talon afin de trouver une porte de sortie à la crise préélectorale née des réformes du système partisan dans le pays. Selon l'ancien président, le président Patrice Talon est disposé à faire baisser la tension, non seulement en revenant aux lois qui ont permis à son élection en 2016, mais aussi en examinant favorablement la proposition d'une loi d'amnistie en faveur des Béninois actuellement en exil. On écoute le président Onesphore Dieudonné Soglo. J'ai rencontré le chef de l'État. Et comme disait le président Zissou, le Bénin n'a pas fini d'étonner et de s'étonner. Au bout d'une longue discussion, le président Talon est disposé à faire baisser la tension dans le pays et à renouer avec les acquis de la conférence nationale. 2 points majeurs méritent d'être soulignés. Premièrement, il mettra tout en œuvre, malgré les difficultés prévisibles, pour revenir aux lois qui ont permis son élection en 2016, sans qu'il soit besoin de toucher la Constitution de 1990. Deuxièmement, il est aussi disposé à examiner favorablement et dans les meilleurs délais la proposition de Monseigneur Gaillé d'une loi d'amnistie en faveur de nos compatriotes actuellement en exil. C'est là peut-être le résultat des médiations de la CEDEAO, des Nations Unies, de nombreuses ambassades, de toutes les composantes de la nation et naturellement du dynamisme de l'opposition. En Centrafrique, et plus précisément à Bambari, où il est devenu rare d'entendre des détonations d'armes. Dans cette ville du centre du pays, où des combats ont éclaté en janvier entre les casques bleus et un groupe armé, la vie a repris son cours peu avant la signature de l'accord de paix début février. Reportage. Malgré le retour à la normale à Bambari, les murs criblés de balles du centre-ville et les nombreux checkpoints tenus par les casques bleus et les forces centrafricaines rappellent la fragilité de ce calme retrouvé. À l'extérieur de la ville, les groupes armés font toujours la loi. L'accalmie dans la ville de Bambari est arrivée bien avant les accords de Khartoum, à travers les opérations militaires de forces népalaises et portugaises. Donc il y avait déjà l'accalmie avant les accords de Khartoum, et les accords de Khartoum n'ont fait que renforcer cette sécurité. En janvier, la ville a été le théâtre de violents combats entre les casques bleus et l'Unité pour la paix en Centrafrique, l'UPC, un groupe issu de la coalition à majorité musulmane de la Séléka qui a pris Bangui en 2013. Ces affrontements à Bambari ont fait au moins 6 morts et plus de 30 blessés. Maintenant, nous attendons tous de nous retrouver à Addis Abeba pour se retrouver clairement dans l'accord et aller de l'avant. Pendant ce temps, sur le terrain, nous continuons toujours la sensibilisation. Il y a même le pasteur de l'église d'Enlinda qui est passé par ici pour sensibiliser. Les dispositions de l'accord de paix, le 8e depuis le début de la crise en 2013, sont en train d'être diffusées et vulgarisées, affirment les autorités locales et les responsables de groupes armés. Malgré cette bonne volonté affichée, le chemin semble encore long avant une paix durable. 2 semaines auparavant, un affrontement entre UPC et Anti-Balaka a également eu lieu à Lyoto, ville située à plus de 100 km au sud de Bambari. Ces groupes armés ont créé la désolation dans Lyoto. La population a fui, il y a eu un déplacement massif de population. La ville est vide, les gens ont abandonné leurs maisons. Depuis lors, la MINUSCA a déployé des forces sur place qui sécurisent la zone. À Bambari, le calme semble revenu, mais la population, elle, reste prudente, voire
résignés. En Algérie, le camp du président Abdelaziz Bouteflika continue de se fissurer face à la contestation sans précédent dont il est la cible depuis un mois. L'ensemble du camp présidentiel semble désormais prendre de l'eau et le chef de l'État algérien apparaît de plus en plus isolé. Le parti du président Abdelaziz Bouteflika, le Front de Libération Nationale, a apporté publiquement son soutien au mouvement populaire tout en prônant le dialogue proposé par le chef de l'État pour sortir d'une crise qui dure depuis un mois. C'était à travers une déclaration à la presse mercredi de Mouab Bouchareb, patron du parti, à l'issue d'une réunion de responsables de section. Pour tenter de calmer la contestation inédite, Abdelaziz Bouteflika, au pouvoir depuis 20 ans, a récemment annoncé la mise sur pied à une date pas encore fixée d'une conférence nationale chargée de réformer le pays et de proposer une nouvelle constitution. En attendant, il a reporté la présidentielle prévue le 18 avril, prolongeant de fait son mandat au-delà de son expiration le 28 avril prochain. Des mesures rejetées par les manifestants descendus en masse dans les rues depuis le 22 février et qui continuent de réclamer d'abord le départ du chef de l'État. Plusieurs cadres ou élus du FLN avaient déjà publiquement fait défection depuis le début du mouvement de contestation. Principal allié du FLN au sein de la majorité présidentielle, le Rassemblement national démocratique, dirigé par l'ex-premier ministre Ahmed Ouyahia, récemment sacrifié à la colère populaire, se fissure également. Mardi soir, son porte-parole a publiquement affirmé que le parti s'était trompé en soutenant la candidature de Bouteflika à un 5e mandat. Au Zimbabwe, le président Emmerson Mnangagwa s'est rendu dans la ville de Chimanimani, située dans l'une des zones touchées par le cyclone Ida, qui a fait plus de 300 victimes au Mozambique et au Zimbabwe. Pendant ce temps, les secours continuent d'organiser les sauvetages et d'apporter également de la nourriture aux sinistrés. Sauvetage des rescapés coincés dans les arbres et sur des toits, distribution de nourriture, construction de camps. Les secours s'organisent tant bien que mal pour venir en aide aux centaines de milliers de sinistrés du cyclone meurtrier qui a balayé la semaine dernière la région de l'Afrique australe. Le cyclone Idai, qui a provoqué des glissements de terrain et des inondations, a fait au moins 202 morts au Mozambique et une centaine au Zimbabwe voisin. Mercredi, le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa s'est rendu à Chimanimani, petite ville située dans une vallée encaissée où l'eau et la boue ont charrié rochers, habitations et voitures. Nous avons entendu dire que les statistiques augmentaient à un moment donné. On nous a dit qu'il y avait moins de 20 morts, puis 24, 30, 50, 60. Et c'est en ce moment-là, quand il y en a eu 60, que j'ai décidé de revenir à la maison pour pouvoir être avec mon peuple. Nous, le gouvernement et le parti au pouvoir, pensons que c'est notre fardeau à porter. Nous ne devrions pas faire de discrimination. D'ailleurs, pas de discrimination possible, parce que la mort n'a pas de préférence. Nous avons à manger pour tout le monde. Et tous ceux qui ont perdu le vêtement, nous allons les remplacer. Des rescapés de la ville de Chimanimani ont également reçu mercredi de la nourriture. Devant l'ampleur des destructions, des experts ont mis en cause le manque de préparation du Mozambique et du Zimbabwe face aux catastrophes naturelles. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.